Personne ne viendra, et la partie de vous qui attend encore d'être sauvée est précisément celle qui vous maintient petit. Il existe un instant, parfois très tardif, parfois presque imperceptible, où l'on cesse de confondre la solitude avec une injustice. On regarde son téléphone, les conversations sans réponse, les visages familiers dont l'affection ne contient aucune véritable force, les promesses polies, les encouragements vagues, et quelque chose se détache. Non pas avec fracas. Avec netteté. La conscience comprend soudain que personne ne portera le poids de sa vision à sa place. Personne ne viendra rendre le chemin plus noble, plus simple, plus acceptable. Personne ne viendra poser une main sur l'épaule au moment exact où l'effondrement commencera. Et cette découverte, chez la plupart, provoque une blessure. Chez quelques-uns, elle provoque une naissance. Il faut être très attentif à ce moment. Il se présente souvent sous les traits de la déception, mais il n'est pas la déception. Il ressemble à une perte, mais il retire surtout une illusion. Ce que l'homme ordinaire appelle abandon, l'esprit stratégique l'appelle clarification. Ce que l'âme dépendante interprète comme une preuve qu'elle n'a pas été aimée, l'intelligence froide reconnaît comme une libération tardive. Car si personne ne vous soutient, personne ne possède le droit de vous rappeler ce qu'il a fait pour vous. Si personne n'a financé votre ascension, personne ne pourra réclamer une part de votre sommet. Si personne ne vous a porté, personne ne pourra, le moment venu, dire qu'il vous a construit. C'est une vérité dure, mais les vérités utiles ont rarement la délicatesse des mensonges. L'idée selon laquelle il faudrait être entouré pour réussir est l'une des fictions les plus confortables d'une époque qui confond la présence avec la puissance. On vous a appris à chercher un groupe, une validation, une structure, un regard extérieur qui confirmerait enfin que votre désir n'est pas ridicule. On vous a appris à croire que l'ascension devait être accompagnée pour être légitime. Mais l'histoire n'a jamais été écrite par ceux qui demandaient l'autorisation de commencer. Elle a été écrite par des êtres qui, à un certain degré de lucidité, ont compris que l'absence de soutien n'était pas un accident de parcours, mais une condition de souveraineté. Machiavel le savait, même lorsqu'on le réduit à quelques formules usées par ceux qui n'ont jamais supporté sa lucidité. Le prince prudent ne bâtit pas son pouvoir sur ce qui dépend d'autrui. Il ne remet pas son avenir à des forces auxiliaires, à des fidélités empruntées, à des enthousiasmes fragiles. Il sait que celui qui vous élève peut aussi vous suspendre dans les airs. Il sait que les mains qui applaudissent aujourd'hui peuvent se fermer demain. Il sait que toute dépendance affective, sociale ou financière introduit dans votre destin une variable qui ne vous appartient pas. Et l'homme qui ne maîtrise pas ces variables finit toujours gouverné par elles. Voilà pourquoi le manque de soutien n'est pas seulement une épreuve. C'est un diagnostic. Il révèle ce que vous êtes réellement lorsque personne ne vous observe avec admiration. Il révèle la qualité exacte de votre ambition lorsqu'elle cesse d'être nourrie par les regards. Tant que vous avez besoin d'être encouragé, vous êtes encore négociable. Tant que vous devez expliquer votre projet à ceux qui ne peuvent pas le concevoir, vous gaspillez votre feu dans une pièce humide. Tant que vous attendez qu'un autre vous dise que cela vaut la peine, vous n'avez pas encore pris possession de votre propre ordre intérieur. Il y a une forme de mendicité dans le besoin d'être compris. Elle ne se voit pas toujours, parce qu'elle prend l'apparence noble de la communication. On dit que l'on veut partager son rêve. On dit que l'on cherche des avis. On dit que l'on veut seulement être soutenu. Mais souvent, derrière ces phrases, se cache une demande plus pauvre. Dites-moi que je ne suis pas fou. Dites-moi que j'ai le droit de vouloir cela. Dites-moi que je peux continuer. Et chaque fois que vous demandez cela, vous placez la clé de votre mouvement dans la main de quelqu'un qui n'a pas votre faim, pas votre vision, pas votre nécessité. Il faut alors accepter ce que l'on pourrait appeler le point zéro. Le point zéro n'est pas une étape agréable. Il est le moment où l'on cesse de compter ses alliés parce qu'il n'y en a pas. On regarde son compte bancaire, ses contacts, son niveau de compétence, ses ressources visibles, et l'on ne trouve rien d'autre qu'une présence nue, soi-même. Pour la majorité, cette nudité est insupportable. Elle signifie insuffisance, humiliation, retard. Pour celui qui comprend, elle signifie pureté. Rien ne vous encombre. Rien ne vous excuse. Rien ne vous protège. Rien ne vous retient. Le vide devient brutal parce qu'il ne ment plus. À ce stade, beaucoup cherchent à se réconforter. Ils parlent de patience, d'alignement, de circonstances, de mauvais timing. Ils attendent encore qu'une rencontre, un mentor, une opportunité, un regard juste viennent corriger l'injustice apparente. Mais le point zéro ne se corrige pas. Il se traverse.
Il exige que l'on renonce à la chaleur psychologique du troupeau. Il exige que l'on ne confonde plus la foule avec une maison. Il exige que l'on cesse d'être triste parce que personne n'applaudit une œuvre qui n'existe pas encore. L'applaudissement avant l'accomplissement est une drogue. Il donne au système nerveux le goût d'une victoire qu'il n'a pas payée. C'est pourquoi le silence devient nécessaire. Non pas le silence décoratif, celui que l'on affiche pour paraître profond. Le silence réel. Celui qui ne raconte plus son ambition. Celui qui ne cherche plus à séduire l'incrédulité. Celui qui retire le projet du marché des opinions. La plupart des êtres perdent leur force au moment même où ils parlent de ce qu'ils veulent construire. Ils prononcent leur vision, reçoivent une grimace, une hésitation, une remarque raisonnable, et déjà la lame s'émousse. Ils ont laissé entrer dans le temple quelqu'un qui ne savait pas enlever ses chaussures. Le silence, lui, concentre. Ce qui ne sort pas par la bouche descend dans les nerfs. Cela devient tension, impatience, parfois colère. Et cette tension, si elle n'est pas dissipée dans le bavardage, finit par chercher une forme. L'homme qui parle de son avenir avant de l'avoir touché se soulage. L'homme qui se tait se charge. Il devient inconfortable à lui-même. Il ne peut plus facilement dormir, oublier, se divertir, se diluer dans les conversations. Quelque chose travaille en lui comme une pression souterraine. Le monde moderne cherche à calmer cette pression. L'homme rare apprend à l'utiliser. Il faut comprendre ceci avec une précision presque désagréable. La solitude vous donne un avantage que les êtres entourés ne peuvent pas connaître. Ils doivent consulter, attendre, ménager, expliquer, rassurer, ajuster leur vitesse aux lenteurs collectives. Vous n'avez pas ce luxe, et c'est votre luxe véritable. Vous n'avez pas de comité à convaincre. Vous n'avez pas de réunion où l'on enterre les décisions sous des phrases prudentes. Vous n'avez pas à traduire votre violence intérieure en langage acceptable pour des oreilles fragiles. Vous pouvez changer de direction en 1 heure. Vous pouvez disparaître pendant 3 mois. Vous pouvez devenir méconnaissable sans demander à personne si cette métamorphose le dérange. On vous a peut-être appris à souffrir de cette absence. On vous a dit qu'un homme isolé était un homme diminué. Mais l'isolement n'est pas toujours une punition. Parfois, il est un filtre. Il retire les témoins inutiles, les soutiens faibles, les amis qui aiment votre potentiel tant qu'ils ne menacent pas leur inertie. Il éloigne ceux qui auraient voulu être associés à votre victoire sans supporter votre discipline. Il révèle, avec une cruauté presque élégante, combien de liens tenaient seulement parce que vous étiez encore inoffensif. Tant que vous étiez hésitant, on pouvait vous aimer sans risque. Dès que vous commencez à vous orienter vers une forme de puissance, les affections molles deviennent nerveuses. Il ne faut pas en faire une tragédie. Il faut en faire une information. Les êtres ne vous abandonnent pas toujours par méchanceté. Souvent, ils vous abandonnent parce que votre mouvement leur rappelle leur immobilité. Votre ambition les oblige à sentir, confusément, qu'ils ont pactisé avec une vie trop étroite. Alors ils résistent. Ils ironisent. Ils vous conseillent la prudence avec l'air de vouloir votre bien. Ils appellent réalisme ce qui n'est parfois que leur propre fatigue devenue doctrine. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous prendrez leur peur pour de la sagesse. Il est donc nécessaire de cesser d'être aimé de cette manière. L'amour qui vous garde petit n'est pas un refuge, c'est une administration. Il vous donne des papiers, des raisons, des horaires, des limites. Il vous demande d'être compréhensible, respectable, supportable. Or toute œuvre réellement nouvelle commence par être difficile à supporter. Elle dérange non parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle déplace le centre de gravité. L'homme qui demande à être aimé, avant d'être compétent, cherche une permission. L'homme qui devient compétent n'a plus besoin de plaider. Il impose une évidence. C'est ici qu'intervient une transformation plus froide. Il ne s'agit plus de fonctionner à l'encouragement. L'encouragement est une énergie légère, utile au tempérament encore dépendant du climat extérieur. Vous devez apprendre une énergie plus dense. Pas une agitation bruyante. Pas une colère infantile. Une forme de refus calme. Ceux qui ne répondent pas, ceux qui rient, ceux qui disparaissent, ceux qui détournent les yeux, ne leur offrez pas votre tristesse. La tristesse ralentit. Elle alourdit les membres. Elle cherche des couvertures. Transformez leur indifférence en précision. Qu'ils n'aient pas cru en vous signifie seulement que vous n'aurez pas à leur expliquer votre part du royaume. Cette phrase ne doit pas être comprise comme une posture.
Les postures fatiguent. Il ne s'agit pas de jouer l'être froid, détaché, supérieur. Il s'agit de déplacer l'usage de la blessure. Une humiliation peut devenir un poison ou un instrument. Un silence peut vous détruire ou vous rendre exact. Un refus peut vous enfermer dans la plainte ou vous conduire vers une discipline sans témoin. Tout dépend de ce que vous faites de l'énergie qui se lève lorsque le monde ne vous reconnaît pas. La plupart cherchent à être consolés. Quelques-uns deviennent dangereux parce qu'ils refusent la consolation. Imaginez un général qui se retourne et découvre que son armée a déserté. L'image serait facile à dramatiser, mais la vérité est plus intéressante. Le général qui demeure seul ne possède plus le nombre, mais il possède autre chose, la mobilité. Une armée fait du bruit. Une armée traîne ses bagages, ses peurs, ses chaînes de commandement, ses besoins. Un homme seul, s'il n'est pas paralysé par son isolement, peut devenir presque invisible. Il choisit son terrain. Il frappe ailleurs. Il ne demande plus à la masse de lui donner du courage. Il cesse d'être une force lourde. Il devient une intelligence mobile. Votre solitude vous force à cela. Elle vous oblige à être plus rapide, plus précis, plus avare de gestes inutiles. Elle vous interdit la paresse confortable de ceux qui peuvent toujours déléguer leurs responsabilités à une atmosphère collective. Personne ne viendra réparer votre matinée perdue. Personne ne viendra vous rendre les heures que vous avez abandonnées à l'écran. Personne ne viendra transformer vos intentions en résultats. Cette brutalité est une chance. Là où les autres amortissent sans cesse la conséquence de leur faiblesse, vous la recevez directement. Le béton instruit plus vite que le coussin. Mais pour que cette instruction ne vous détruise pas, il faut entrer dans une phase que peu supporte, la phase fantôme. Le fantôme n'annonce pas. Il ne promet pas. Il ne publie pas des fragments de son avenir pour récolter un peu de chaleur. Il retire son ambition du spectacle. Il comprend que l'énergie sociale est souvent une fuite déguisée. Dire que l'on va changer donne parfois au corps une satisfaction prématurée. On reçoit quelques réactions, quelques regards, quelques signes d'attention, et déjà le désir se croit accompli. C'est ainsi que beaucoup meurent dans la parole avant d'avoir commencé dans la matière. Le fantôme ne parle pas parce qu'il veut conserver intacte la pression. Il sait que certains projets exigent l'obscurité pour ne pas être contaminés. Il sait que l'on ne montre pas une architecture avant d'avoir posé les fondations. Il sait que les regards extérieurs, même bienveillants, introduisent dans le geste une conscience de soi qui l'affaiblit. Dès que vous vous sentez observé, une partie de vous commence à jouer. Dès que vous jouez, vous perdez la pureté de l'effort. Le travail profond demande parfois une solitude presque impolie. Dans cette solitude, quelque chose de plus ancien se réveille. D'abord, il y a le vacarme. Les pensées humiliantes. Les phrases héritées. Les voix de ceux qui n'ont jamais osé, mais qui ont su transmettre leur prudence comme une loi morale. Tu n'y arriveras pas. Tu exagères. Qui crois-tu être? Reviens à une taille acceptable. Ces voix semblent intimes, mais elles ne vous appartiennent pas toujours. Elles viennent d'une salle de classe, d'un parent fatigué, d'une société obsédée par l'adaptation. Elles se sont installées dans votre esprit parce que vous étiez trop jeune pour les refuser. Le silence permet enfin de les entendre comme des intruses. Il faut rester assez longtemps pour que le vacarme s'épuise. Au début, la solitude hurle. Puis elle observe. Puis elle se vide. Et dans ce vide apparaît une autre fréquence, beaucoup moins spectaculaire. Une orientation. Une intelligence sans public. Quelque chose qui ne cherche pas à être cru, seulement à être suivi. C'est cette voie que le bruit des relations médiocres recouvre constamment. On croit être entouré, on est souvent saturé. On croit recevoir du soutien, on reçoit parfois une anesthésie mutuelle. Les groupes peuvent devenir des chambres où personne ne s'éveille vraiment, parce que chacun protège le sommeil de l'autre. À partir de là, la question cesse d'être « Pourquoi suis-je seul ?» Elle devient « Que puis-je construire que la présence des autres aurait ralenti ?» Cette inversion est décisive. L'homme qui se demande pourquoi personne ne l'aide reste prisonnier d'une économie affective. L'homme qui se demande ce que l'absence rend possible commence à penser en stratège. Il ne cherche plus le visage manquant. Il voit l'espace disponible. Il ne se plaint plus du fauteuil vide à côté de lui. Il comprend que ce fauteuil n'était pas destiné à un sauveur, mais à la version de lui-même qui n'existe pas encore. Il faudra pourtant faire un deuil. C'est la partie que les discours faciles dissimulent.
Construire sans soutien n'est pas une simple esthétique de la force. Cela fait mal. Il faut enterrer l'image naïve d'une vie où les proches auraient compris à temps, où les amis auraient grandi avec vous, où la famille aurait su reconnaître la gravité de votre appel avant qu'il ne soit rentable. Il faut accepter que certains ne vous aimeront clairement qu'après la preuve. Il faut accepter que votre solitude actuelle soit peut-être le prix de votre fidélité à une chose que vous êtes encore seul à percevoir. Ce deuil n'est pas sentimental. Il est structurel. Il retire de vous l'enfant qui attendait d'être choisi. Il retire le besoin d'avoir un témoin avant d'avoir une œuvre. Il retire l'habitude de confondre affection et autorisation. Et cette opération n'est pas douce. On peut sentir physiquement l'ancien soit résisté. Il veut retourner dans la cage parce que la cage avait au moins la chaleur de ce qui était connu. Il préfère parfois une petite appartenance à une grande liberté. Voilà le moment dangereux, lorsque l'esprit a déjà vu trop loin pour revenir en paix, mais pas encore assez construit pour habiter sa nouvelle hauteur. Il faut traverser cette zone sans la romantiser. L'entre-deux est aride. Vous avez quitté le troupeau, mais vous n'avez pas encore atteint le territoire. Vous ne recevez plus le confort de l'ancien monde, et le nouveau ne vous a pas encore reconnu. Dans cette zone, beaucoup inventent des monstres. Ils interprètent la difficulté comme une erreur. Ils prennent le silence du monde pour un verdict. Ils oublient que toute rupture sérieuse produit d'abord du désordre intérieur. Ce n'est pas parce que le chemin devient obscur qu'il est faux. Parfois, l'obscurité indique seulement que vous êtes sorti de l'éclairage collectif. La vérité devient alors plus exigeante. Vous devez devenir pour vous-même ce que vous attendiez des autres. Non dans une formule tendre, mais dans une architecture réelle. Vous devez vous ordonner. Vous devez vous reprendre. Vous devez apprendre à vous parler sans flatterie. Vous devez devenir la présence qui réveille, qui corrige, qui exige, qui ramène au travail lorsque l'émotion cherche à tout dissoudre. Ce n'est pas une question de dureté décorative. C'est une question de gouvernement intérieur. Celui qui n'a pas de soutien externe doit produire une loi interne. Et cette loi ne peut pas être une liste de bonnes intentions. Les intentions sont molles. Elles se déforment au contact de la fatigue. Une loi commence là où la négociation cesse. Le matin, par exemple, n'est pas un moment neutre. Dès l'ouverture des yeux, deux forces se disputent le jour. L'une veut différer. L'autre sait. L'une demande encore quelques minutes. L'autre comprend que chaque concession minuscule enseigne au corps qui commande. Vous croyez avoir seulement repoussé une alarme. Parfois, vous avez voté contre votre propre souveraineté. Il ne s'agit pas de devenir une machine sans fissures. Les fissures existent. Mais elles ne doivent plus gouverner. Il y aura toujours une partie de vous fatiguée, plaintive, vulnérable, tentée de retourner vers les anciennes douceurs. Et il doit y avoir, plus haut, une autre partie. Plus froide. Plus lucide. Non pas cruelle par plaisir, mais incapable de sacrifier l'avenir à un confort de quelques heures. Cette partie doit apprendre à prendre le commandement. Sans discours inutile. Sans haine de soi. Avec la netteté d'un homme qui sait qu'il ne peut plus se permettre de vivre au hasard. Machiavel aurait reconnu cette nécessité sous une autre forme. Le prince doit savoir varier selon les circonstances. Il doit pouvoir être renard et lion, souple et ferme, patient et violent dans la décision. L'homme sans soutien doit apprendre cette plasticité intérieure. Être doux avec son corps quand il faut durer, impitoyable avec ses excuses quand elles reviennent déguisées en fatigue noble. Être silencieux quand la parole disperserait la force, visible seulement quand l'œuvre possède assez de densité pour ne pas dépendre du regard. Être seul sans devenir amer. Être ambitieux sans devenir bruyant. Être blessé sans devenir mendiant. C'est une ligne étroite. Beaucoup échouent parce qu'ils transforment leur solitude en ressentiment pur. Le ressentiment est encore une dépendance, car il continue d'organiser la vie autour de ceux qui n'ont pas donné. Il faut aller plus loin. Non pas oublier. Non pas pardonner par automatisme moral. Mais retirer aux absents le privilège d'occuper le centre. Leur indifférence peut servir de combustible, mais elle ne doit jamais devenir votre Dieu. Vous n'êtes pas là pour leur prouver quelque chose éternellement. Vous êtes là pour devenir irréfutable. Devenir irréfutable exige une compétence que personne ne peut vous offrir sous forme d'encouragement. On ne console pas son chemin vers la maîtrise. On y entre par répétition, par humiliation technique, par correction, par lente accumulation de gestes exacts.
Celui qui n'a pas de soutien apprend tout parce qu'il ne peut pas se permettre d'ignorer. Il apprend à vendre, à écrire, à comprendre les hommes, à lire les signaux, à gérer l'argent, à réparer ses erreurs, à recommencer sans témoin. Le spécialiste dépend d'un système qui sait l'utiliser. Celui qui a construit seul devient plus difficile à remplacer, parce qu'il porte en lui la mémoire complète du château. C'est pourquoi l'absence peut devenir une éducation supérieure. Celui qui reçoit trop vite une réponse ne possède pas toujours le savoir. Il possède seulement la solution. Celui qui passe des semaines à chercher, à échouer, à recoudre, à comprendre, incorpore la connaissance à son système nerveux. Il ne sait plus seulement quoi faire. Il sait pourquoi les autres se trompent. Et cette différence, avec le temps, devient visible. Elle donne au regard une densité que les parcours assistés ne produisent pas. Il y a une manière de parler d'un homme qui a payé lui-même chaque leçon. Elle ne ressemble pas à la confiance. Elle ressemble à une absence de demande. Alors, regardez l'absence de soutien sans la maquiller. Ne l'adoucissez pas. Ne la transformez pas en slogan. Regardez-la comme une matière brute. Oui, la pièce est vide. Oui, le téléphone se tait. Oui, ceux qui auraient dû comprendre ne comprennent pas. Oui, vous devrez faire seul ce que vous aviez rêvé de faire entourer. Mais dans cette nudité, quelque chose d'inestimable commence. Vous cessez de chercher des témoins, et vous devenez votre propre origine. Vous cessez de demander une place, et vous apprenez à bâtir la pièce. Vous cessez de vouloir être porté, et vous découvrez la musculature exacte de votre destin. Et si une partie de vous résiste encore à cette phrase, observez-la. Ne la chassez pas. Elle est l'ancienne dépendance qui tente de parler une dernière fois. Elle vous dira que l'homme a besoin des autres, que personne ne réussit seul, que la solitude est dangereuse, que vous devriez être raisonnable. Peut-être. Mais il existe des moments où ces vérités générales servent seulement à protéger une lâcheté particulière. La question n'est pas de nier le lien humain. La question est de savoir si vous utilisez ce lien comme une puissance ou comme une excuse. Beaucoup ne cherchent pas du soutien. Ils cherchent un témoin à qui confier leur renoncement. Restez encore un peu dans cette pensée. Ne la rendez pas confortable. Laissez-la travailler. Si personne ne vient, qu'est-ce qui, en vous, demeure debout? Si personne ne croit, qu'est-ce qui continue malgré tout? Si personne n'applaudit, quelle part de vous travaille dans le noir sans réduire son exigence? C'est là que commence la séparation réelle. Non entre vous et les autres. Entre vous et la version de vous qui avait besoin d'eux pour oser respirer pleinement. Il faut maintenant parler de ce que l'isolement fait à l'ambition lorsqu'elle cesse de mendier une justification. Au début, l'homme seul croit qu'il manque de force parce qu'il manque de compagnie. Puis il découvre, avec un retard presque honteux, que la compagnie lui servait souvent à différer l'acte. On discute pour ne pas commencer. On explique pour ne pas risquer. On cherche un avis pour déplacer la responsabilité de l'échec possible. Le monde appelle cela prudence. Mais il y a une prudence qui n'est qu'une peur bien habillée. Lorsque vous êtes seul, cette cérémonie devient impossible. Personne ne peut recevoir vos excuses avec douceur. Personne ne peut transformer votre hésitation en problème complexe. Personne ne peut vous dire que ce n'est pas le bon moment avec cette voix tendre qui rend la lâcheté presque respectable. Il ne reste que le travail et votre capacité réelle à vous y soumettre. Voilà ce que beaucoup ne supportent pas. Ce n'est pas la solitude qui les détruit. C'est l'impossibilité soudaine de mentir avec élégance. L'homme entouré peut toujours se raconter qu'il attend une coordination, un financement, une circonstance plus juste. L'homme seul sait très vite si sa volonté existe ou non. Il n'a plus de décor. Il n'a plus d'alibi social. Il n'a plus cette lente comédie des projets qui meurent sous forme de conversation. C'est pourquoi l'absence de soutien accélère la vérité. Elle retire les rideaux. Elle montre ce qui travaille vraiment en vous lorsque personne ne regarde, lorsque personne ne vous félicite pour avoir seulement commencé, lorsque personne ne transforme votre fatigue en événement. À partir de là, une discipline étrange devient possible. Non une discipline spectaculaire, celle que l'on exhibe pour obtenir l'admiration des autres. Une discipline plus obscure, presque administrative, qui ne cherche pas à paraître dure. Elle répète. Elle revient. Elle enlève. Elle coupe les gestes inutiles. Elle retire au jour ses zones de fuite. Elle comprend que l'homme qui ne reçoit aucun soutien doit devenir une institution intérieure. Il doit posséder ses propres horaires, ses propres sanctions,
ses propres critères, son propre tribunal silencieux. La plupart des êtres rêvent de liberté sans comprendre que la liberté sans structure devient rapidement une dissolution. On croit vouloir ne dépendre de personne, puis l'on découvre que ne dépendre de personne signifie aussi n'avoir personne à blâmer. Les heures perdues vous appartiennent entièrement. Les matins gâchés ne peuvent être déposés aux pieds d'aucun supérieur, d'aucun conjoint, d'aucune famille, d'aucune société. Il y a dans cette responsabilité une violence sèche. Elle ne crie pas. Elle constate. Et son constat suffit à humilier toutes les excuses. Il faut donc instaurer un ordre. Pas une liste de souhaits. Pas ces petits inventaires optimistes que l'on écrit le soir pour se donner l'impression d'une reprise en main. Un ordre véritable. Le matin, une décision. Le travail profond, une frontière. L'information, une nourriture choisie. Le soir, un examen. Non pour se punir, mais pour empêcher la journée de disparaître dans une brume vague. Celui qui n'a pas de maître doit apprendre à ne pas devenir son propre domestique. Il doit se gouverner avant de prétendre gouverner quoi que ce soit dans le monde. Ce gouvernement commence souvent par la réduction du bruit. Il faut cesser d'absorber tout ce qui rend l'esprit inférieur à lui-même. Les scandales, les querelles, les distractions sans substance, les conversations qui donnent à l'âme une fatigue sans objet. Un esprit isolé est une ressource fragile. S'il se remplit de déchets, il produira des déchets avec une sincérité parfaite. Machiavel étudiait Rome, non les murmures ordinaires de Florence. Il savait que l'intelligence se forme par les objets qu'elle fréquente. Celui qui veut devenir puissant ne peut pas nourrir son esprit comme un homme qui cherche seulement à passer la soirée. Il y a aussi une erreur moderne qu'il faut regarder froidement, l'obsession du réseau. On vous dira d'aller rencontrer des gens, de vous montrer, de circuler, de serrer des mains, de créer des connexions. Mais celui qui entre trop tôt dans les pièces du pouvoir n'y entre pas comme un égal. Il y entre comme une demande. Et les hommes sentent la demande. Même lorsqu'elle sourit. Même lorsqu'elle porte des vêtements corrects. Même lorsqu'elle parle de collaboration. Une demande a une odeur. Elle trahit celui qui n'a pas encore produit assez de valeur pour être attendu. Il vaut mieux rester absent jusqu'à devenir nécessaire. Construire avant d'approcher. Développer une compétence, une œuvre, une preuve, une densité telle que l'entrée dans la pièce ne soit plus une supplication mais une conséquence. Le meilleur réseau n'est pas une collection de noms. C'est une trace de travail que personne ne peut facilement nier. L'introduction la plus forte n'est pas celle qu'un autre vous donne. C'est celle que votre résultat impose. Tant que vous cherchez les puissants, vous êtes encore en dessous d'eux. Lorsque vous devenez utile, ils apprennent votre nom sans que vous ayez à le prononcer trop fort. C'est ici que l'isolement révèle sa logique la plus dure. Ils ne vous demandent pas seulement de travailler. Ils vous demandent de devenir irrésistible sans public. De faire monter votre niveau dans une obscurité qui ne vous réchauffe pas. De supporter l'invisibilité assez longtemps pour que l'œuvre acquiert une masse propre. Beaucoup échouent non parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne supportent pas d'être excellents avant d'être reconnus. Ils veulent que le monde remarque l'effort au moment même où l'effort commence. Ils ne comprennent pas que la reconnaissance précoce peut être une interruption. L'homme seul doit donc apprendre une patience agressive. Patient, parce qu'il sait que l'épreuve ne se forme pas en une nuit. Agressif, parce qu'il refuse que cette patience devienne passivité. Chaque jour doit déplacer quelque chose, même imperceptiblement. Une ligne écrite. Une compétence affinée. Une décision supprimée. Une faiblesse observée, sans tendresse excessive. Une heure reprise à la distraction. L'ascension solitaire ne ressemble pas d'abord à une victoire. Elle ressemble à une accumulation presque invisible de refus. Refus de se plaindre. Refus de se disperser. Refus de se rendre disponible à ce qui n'a jamais construit personne. Mais il serait faux de prétendre que cette route ne demande que de la froideur. Elle exige aussi une transmutation des émotions les plus difficiles. La tristesse, la colère, l'envie, la honte, le sentiment d'avoir été négligé. L'homme ordinaire cherche à anesthésier ces matières. Il mange, il défile, il se distrait, il appelle cela prendre soin de soi. Parfois il ne fait que rendre sa blessure moins audible. L'homme plus rare ne nie pas la douleur. Il la prend comme une énergie brute. Non pour se perdre en elle, mais pour la convertir en production. C'est là que la psychologie devient moins morale.
Toutes les forces sombres ne sont pas des fautes. Certaines sont des réserves de puissance mal comprises. L'orgueil, s'il devient hystérie, détruit. Mais sans une certaine fierté, aucun homme ne résiste longtemps à l'indifférence du monde. La colère, si elle cherche seulement une victime, avilit. Mais orientée vers l'effort, elle peut devenir une chaleur très pure. L'envie, si elle se contente de haïr, rend petit. Mais si elle révèle ce que vous refusez de ne jamais posséder, elle peut devenir une indication. Le problème n'est pas toujours l'ombre. Le problème est de la laisser gouverner sans l'intégrer. Jung aurait parlé de ce territoire avec plus de profondeur que les moralistes pressés. L'homme qui veut rester innocent devient souvent inoffensif. Il refuse de voir en lui la violence, la faim, le désir de vaincre, la volonté d'être plus qu'une présence acceptable. Alors ses forces ne disparaissent pas. Elles se déforment. Elles deviennent passives, amères, souterraines. Celui qui construit sans soutien ne peut pas se permettre d'être inoffensif. Il ne s'agit pas de nuire. Il s'agit de posséder assez de feu pour ne pas être effacé par la première pluie. La société préfère les êtres dociles, surtout lorsqu'ils parlent d'ambition avec des mots modestes. Elle applaudit les rêves tant qu'ils restent décoratifs. Elle admire la discipline lorsqu'elle ne menace aucun ordre établi. Mais dès qu'un homme cesse de demander pardon pour vouloir plus, une tension apparaît. On lui reproche son intensité. On lui demande de se calmer. On l'invite à l'équilibre avec ce ton moral qui cache parfois une peur du mouvement. Il faut écouter ses conseils avec politesse, puis regarder ce qu'ils produisent chez ceux qui les donnent. Toutefois, le danger existe. Celui qui utilise sa part sombre doit la tenir en laisse. Il ne doit pas devenir le serviteur de sa revanche. Il ne doit pas transformer chaque visage absent en ennemi sacré. Il ne doit pas confondre puissance et brutalité. La véritable force ne consiste pas à hurler contre le monde, mais à créer une forme qui rend les objections inutiles. La revanche la plus exacte n'est pas de blesser ceux qui n'ont pas cru. C'est de devenir si construit que leur ancienne incrédulité semble appartenir à une époque inférieure. Et alors, presque inévitablement, ils reviendront. Pas tous. Mais assez pour que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Les mêmes qui ne trouvaient pas le temps demanderont des nouvelles. Ceux qui souriaient avec prudence diront qu'ils ont toujours senti votre différence. Ceux qui parlaient de sécurité voudront s'asseoir près du résultat. Ils ne le feront pas nécessairement par malice. Les hommes se rapprochent de ce qui brille. Ils appellent intuition ce qui n'était souvent qu'opportunisme tardif. Ils réécrivent leur mémoire pour ne pas se voir trop clairement. Ce moment sera plus dangereux que la solitude. Car l'ancien vous, celui qui voulait être reconnu, aura peut-être envie d'ouvrir les portes. Il dira « Enfin ». Il pensera que l'amour arrive. Il confondra le retour des regards avec une réparation. Mais il faudra être précis. Tous ceux qui reviennent à la lumière ne vous auraient pas accompagné dans le froid. Tous ceux qui célèbrent la tour n'auraient pas porté les pierres. Tous ceux qui prononcent votre nom avec chaleur ne méritent pas d'habiter votre proximité. Il ne s'agit pas de devenir cruel. La cruauté révèle encore une dépendance à la blessure. Il s'agit de devenir exact. Répondre avec courtoisie. Garder la distance. Ne pas offrir l'accès intime à ceux qui n'ont aimé que le résultat. L'homme souverain n'a pas besoin de faire une scène. Il n'a pas besoin d'humilier. Il sait simplement que les portes d'un château ne s'ouvrent pas parce que quelqu'un admire enfin les murs. Elles s'ouvrent pour ceux qui ont prouvé leur présence quand les murs n'existaient pas encore. À ce stade, la solitude change de nom. Elle n'est plus absence. Elle devient possession de soi. Il y a une paix étrange dans le fait de savoir que l'on peut recommencer. Non parce que tout serait facile, mais parce que l'actif principal n'est plus extérieur. Ce n'est pas le réseau. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la faveur d'un autre. C'est la capacité acquise dans le noir. On peut perdre une somme, une position, un lieu, une relation. Mais l'homme qui s'est construit seul possède une mémoire de reconstruction. Et cette mémoire le rend difficile à réduire. La fin n'est donc pas une réconciliation douce avec le monde. Elle est plus ambiguë. Celui qui n'a plus besoin de soutien peut enfin en offrir sans mendier en retour. Il peut reconnaître, chez un autre, la même faim silencieuse, la même solitude dangereuse, le même regard qui n'a pas encore trouvé sa preuve. Mais il n'investira pas dans la plainte. Il n'encouragera pas ceux qui veulent seulement être consolés.
Il aidera ceux chez qui la douleur a déjà commencé à devenir forme. Car on ne sauve pas l'homme qui veut rester au bord. On tend parfois une main à celui qui a déjà commencé à grimper. N'oubliez pourtant jamais la chambre vide. N'oubliez pas le téléphone silencieux. N'oubliez pas les jours où personne ne demandait comment l'œuvre avançait. Non pour nourrir l'amertume, mais pour garder intacte la lucidité. Le monde applaudit souvent tard. Il dépose des fleurs aux pieds de ce qu'il aurait ignoré sous forme de graines. Il faut accepter cette loi sans innocence. Les applaudissements ne sont pas mauvais. Ils sont simplement secondaires. Le premier son qui compte est celui que vous avez produit seul, lorsque rien ne répondait encore. Si cette pensée vous met mal à l'aise, restez avec ce malaise. Il est peut-être plus honnête que vos consolations habituelles. Une partie de vous voudra retourner vers la certitude tiède que l'on a besoin des autres pour commencer. Une autre sait déjà que cette phrase, parfois, sert à cacher le refus de se voir seul face à la tâche. La question n'est pas de mépriser les autres. La question est de cesser d'en faire la condition de votre naissance. Regardez autour de vous. La chaise vide n'est peut-être pas un manque. Le silence n'est peut-être pas une condamnation. L'absence de témoin n'est peut-être pas la preuve que vous vous trompez. Peut-être est-ce seulement la forme exacte que devait prendre votre commencement. Peut-être fallait-il que personne ne vienne pour que vous découvriez enfin ce qui, en vous, ne demandait pas à être accompagné. Et si quelque chose en vous n'a pas encore répondu, ne forcez rien. Laissez cette pensée descendre. Elle saura où frapper. Il reste une dernière illusion à retirer, peut-être la plus tenace, croire que la victoire réparera tout. Elle ne le fera pas. Elle éclairera seulement ce qui était déjà là. Lorsque les résultats apparaîtront, lorsque les chiffres changeront, lorsque les regards commenceront à vous chercher au lieu de vous éviter, vous découvrirez que le monde n'a pas soudainement compris votre âme. Il a simplement reconnu une force devenue visible. C'est une différence essentielle. Beaucoup attendent le succès comme une scène de justice. Ils imaginent que ceux qui ont douté viendront enfin avouer leur erreur, que les absents ressentiront le poids de leur absence, que chaque silence ancien sera compensé par une admiration nouvelle. Mais le réel est moins théâtral. Les hommes reviennent vers ce qui réussit avec une mémoire réarrangée. Ils ne mentent pas toujours consciemment. Ils se protègent de leur propre médiocrité. Ils disent qu'ils savaient. Ils disent qu'ils avaient confiance. Ils disent qu'ils vous observaient de loin. Et peut-être, dans leur esprit, cela devient presque vrai. C'est ici que votre lucidité doit rester intacte. Ne haïssez pas. La haine maintient le lien. Ne réclamez pas d'excuses. Celui qui réclame encore quelque chose demeure dépendant d'une réparation extérieure. Contentez-vous de voir. Voir suffit. Voir qui était présent lorsque rien ne brillait. Voir qui n'a aimé que la forme achevée. Voir qui admire aujourd'hui ce qui l'aurait découragé hier si vous l'aviez montré trop tôt. Cette vision ne doit pas vous rendre amer. Elle doit vous rendre exact. L'homme souverain ne ferme pas son cœur par peur. Il ferme certaines portes par intelligence. Il sait que tout accès donné trop facilement profane ce qui a coûté cher. On ne laisse pas entrer dans la chambre intérieure ceux qui ne savent aimer que les résultats publics. On ne confie pas son centre à ceux qui arrivent après la preuve. La politesse peut rester. La chaleur sociale peut rester. Mais la proximité véritable devient rare, presque sacrée. Elle n'est plus offerte à ceux qui applaudiront. Elle appartient à ceux qui auraient su rester quand il n'y avait encore rien à voir. Et peut-être est-ce cela, finalement, réussir sans soutien, ne plus confondre reconnaissance et appartenance. La reconnaissance vient du dehors. Elle augmente, diminue, se déplace, obéit aux saisons du monde. L'appartenance, elle, devient intérieure. Vous n'attendez plus qu'un groupe vous confirme. Vous ne cherchez plus une foule qui vous adopte. Vous cessez de tendre votre œuvre comme un enfant tend un dessin à un parent distrait. Quelque chose se redresse. Non avec orgueil bruyant. Avec une simple impossibilité de redevenir petit. Il y a une paix dans cette irréversibilité. Une paix sévère, sans douceur excessive. Vous savez désormais que vous pouvez être privé de témoins sans disparaître. Vous savez que le silence ne signifie pas l'échec. Vous savez que l'absence n'est pas toujours une condamnation, mais parfois une chambre de formation. Vous savez que l'homme qui s'est construit dans le noir ne dépend plus entièrement de la lumière. Elle peut venir. Elle peut partir. Il possède autre chose.
Cette chose n'a pas besoin d'être nommée trop vite. Les noms affaiblissent parfois ce qu'ils prétendent saisir. Disons seulement qu'il existe un seuil au-delà duquel on ne mendie plus la présence. On accueille ceux qui viennent avec vérité. On laisse passer ceux qui viennent par intérêt. On aide parfois, mais sans se perdre dans le sauvetage des âmes encore amoureuses de leurs propres plaintes. On devient capable de soutenir, parce que l'on n'a plus besoin d'être soutenu pour tenir debout. Alors, si vous êtes encore dans la pièce vide, ne vous pressez pas d'en sortir. Regardez-la mieux. Elle vous paraît hostile parce qu'elle ne flatte aucune faiblesse. Elle ne vous distrait pas. Elle ne vous console pas. Elle ne vous raconte pas que tout ira bien. Elle pose seulement une question, toujours la même, plus tranchante à mesure que vous tentez de l'éviter. Que reste-t-il de vous lorsque personne ne confirme votre importance? Ne répondez pas trop vite. Les réponses rapides sont souvent des protections. Laissez cette question descendre là où vos phrases habituelles ne descendent jamais. Peut-être découvrirez-vous que le manque de soutien n'était pas le mur. Peut-être était-ce la porte. Peut-être fallait-il que personne ne vienne, non pour vous abandonner, mais pour vous empêcher de continuer à vous abandonner vous-même. Et si, en ce moment précis, quelque chose en vous se tait au lieu de protester, écoutez ce silence. Il vient peut-être de reconnaître son propre nom.